y a sûrement 2 ou 3 bidules pour lesquels c'est pas mal. Et il y a une quantité industrielle d'usage complètement stupide de ce truc-là. Mais revenons à nos sujets, on reviendra sur l'air du temps un peu plus tard. Quand tu vois Google qui se fait tirer les oreilles parce que son intelligence artificielle produit des réponses relativement déconnantes par rapport à la réalité historique, oui. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ça vient de pourquoi? Ça vient de la façon... Alors, ça tu vois, on est plus dans l'intelligence artificielle, c'est les IA génératives de texte. Donc on a hyper restreint, parce que quand je te parlais d'algorithmes génétiques... Et d'images. Oui, ou d'images. Mais quand je te parlais d'algorithmes génétiques, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Et ça a plus d'usage pratique, en fait. Donc, l'IA générative, en fait, ça a des biais qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on sait un peu expliquer informatiquement. Le principe d'une IA générative qui génère du texte, c'est qu'elle va générer un texte qui est cohérent. Ça, c'est la partie, je dirais pas facile, parce que tu vois, quand j'étais étudiant, on savait pas le faire. Donc ça demande quand même de la puissance de feu en matière d'informatique pour apprendre au système à produire ça. Mais ça produit un texte qui est cohérent en ce sens qu'il est grammaticalement plutôt correct. Ce qui en français n'est pas simple, hein. Il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire. Les phrases sont à peu près construites. Ça n'a pas forcément de sens. Ça n'a pas forcément de sens quand tu connais le sujet. Eh bien, c'est tout le problème. Il y a des fois où, quand tu connais pas le sujet, tu vois bien que c'est débile. Et c'est ce qui produit les résultats que je trouve les plus drôles. Parce que pour le coup, pour l'usage ludique, tu vois, je ne sais plus qui s'était amusé à demander à un de ces trucs-là, je crois à ChatGPT, mais je ne suis pas sûr, de lui fournir la liste des 100 nombres premiers pairs supérieurs à 2. Mais il a sorti une série d'entiers. Alors, pour les gens qui n'ont pas fait de maths, le nombre premier, il y en a un seul de nombre premier pair, c'est 2. Et après, tous les autres nombres premiers, il y en a une infinité, ils sont impairs. Et tout le monde sait ça. Enfin, je veux dire, quiconque de mon temps, ça s'enseignait en 5e, de nos jours c'est un peu plus tard, mais c'est une base de l'arithmétique qui est connue depuis la haute antiquité. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Mais sauf que ChatGPT, il ne fait pas des maths. Tu lui poses une question et il te fait une réponse. Et la réponse, elle est écrite en bon français, etc. Et il te dit, les 20 premiers nombres premiers pairs sont 2. Alors il met 2 dans la liste. Puis après, t'en mets d'autres. Et puis l'autre, après, lui dit, ah ben oui, mais regarde bien, tu m'as cité, je sais pas, 57, mais il n'est pas premier ou il n'est pas pair. Et il dit pardon. Et puis là, il dit pardon et il te refait une réponse et où il t'en propose d'autres. Et c'est magique. Ça ressemble un peu... Mais si tu veux, c'est tout le jeu de cet outil-là. Alors moi, les usages ludiques de ce truc-là, j'adore. Je suis très fan. Il y a un collègue qui s'est amusé, qui devait me présenter à un de mes talks, a demandé à ChatGPT ma bio. Alors du coup, ChatGPT a inventé que j'avais fondé je ne sais plus quelle association. Je lui ai dit, alors celle-là oui, celle-là non. C'était très drôle. Mais voilà, ça c'est ludique. Quand tu t'en sers pour un usage autre que ludique, c'est extraordinairement dangereux. Il y a un usage que je comprends comme étant acceptable, c'est quand tu veux demander à ChatGPT de rédiger un texte dans un domaine où tu es un expert. Parce que, mettons, tu es, je sais pas, physicien des particules, et tu veux que ChatGPT t'écrive une petite fiche pour présenter le boson de Higgs. Si tu es un physicien des particules, dans la petite fiche qu'écrit ChatGPT, tu sauras ce qui est vrai et tu sauras ce qui est faux. Et donc tu pourras relire le texte et dire ok, non, ça, non, ça, non, ça, non, puis ça te laisse 5-6 phrases un peu utiles. Ça t'évite d'avoir à rédiger le truc. Si t'es pas tout à fait à l'aise à l'écrit quand il n'y a pas de maths et que tu cherches à faire un écrit grand public, c'est un bon moyen. Mais si tu n'as pas le niveau, si t'es comme moi, un pauvre ingénieur qui sait un petit peu de physique mais pas plus que ça, il peut dire des trucs qui te font pas tiquer et qui pourtant sont faux. Il peut te dire ah, la particule a telle caractéristique, elle a une masse, une énergie, je sais pas quoi, de électronvolts. Et moi, qu'est-ce que j'en sais si c'est pas la bonne valeur? Je suis pas assez spécialiste du secteur pour être capable de dire est-ce que c'est
30, 12, 47, 53, j'en sais rien moi. Et du coup, je ne vais pas voir que le truc est aberrant. Et donc, si je suis même un petit peu compétent dans le domaine, je vais me faire abuser. Parce que je ne vais pas repérer qu'il y a une merde. Ou feignant, ou fatigué. Bah, fatigué encore quand tu es spécialiste du domaine, si c'est, tu vois, quand c'est ton domaine. Il y a un avocat américain qui s'est débrouillé pour écrire sa plaidoirie avec ChatGPT et il s'est fait reprendre parce que. Il s'est gouré sur les numéros de jurisprudence. Bah oui, mais pour le coup, en fait, il se serait fait planter de la même façon si c'était son assistant ou le stagiaire du cabinet qui avait rédigé le truc et qui s'était gouré. Et ça prouve juste qu'il est incompétent. Enfin, si tu veux, moi, quand l'élève avocat sur le recours qu'on fait en ce moment se gourre sur le numéro d'un décret présidentiel américain, je lui dis. Parce que je relis attentivement, parce que j'essaye de faire gaffe. Effectivement, je relis pas ça les soirs de cuite. Je relis ça à tête reposée. Tu prends jamais de cuite de toute façon. Si. Pas avec toi, mais... C'est pas vrai, ça. Pas toujours. Il y en a plusieurs où t'es pas venu. Ouais, mais... Où je suis pas reparti dans un bon état, c'est ça. Mais tu vois, c'est... Pour moi, tout le danger de ces trucs-là, c'est si tu pines rien au domaine et que tu te dis « Ah, mais ils disent qu'ils ont découvert ou détecté le boson de Higgs, c'est quoi le boson de Higgs ?» Et puis tu vas demander à ChatGPT, mais il va te faire un texte qui a l'air de tenir la route. Il va te faire un texte qui est en bon français, où il y a les bons buzzwords, il y a tous les mots-clés de tous les articles que ChatGPT a analysés sur le sujet, tout ce qu'il a remonté comme gloubi-boulga. Ça ressemble un peu de la communication politique. Ah, mais oui. Parce que c'est le principe, c'est pour ça que je me moquais des sciences pistes, mais c'est le talent qu'on t'apprend dans la communication politique. C'est tu connais pas bien le domaine, mais tu as capté 3-4 mots-clés, tu les agences en mode ah, mais il est très important que blabla, mais en même temps blu-blu, et tu as écrit le discours de Macron parfaitement standard qui ne dit rigoureusement rien. Et c'est la base de la campagne Macron de 17. C'est exactement écrit comme ça. C'est ah là là, il faut absolument qu'on permette à nos anciens d'avoir des revenus et donc les retraites, c'est super important, mais en même temps, il faut absolument qu'on ne prenne pas de pognon à ces pauvres entreprises et qu'on arrête de payer des charges sociales insupportables et que donc on travaille jusqu'à 98 ans parce que sinon, ah là là, les pauvres patrons. Et en fait, il t'a dit une chose et son contraire dans la même phrase. Et tous les gens qui étaient d'avis plutôt gaucho bidule, ils ont applaudi la première moitié. Tous les gens qui étaient d'avis plutôt entrepreneurs, MEDEF, ils ont applaudi la deuxième moitié. Il y a des patrons de gauche aussi. Hein. Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il t'a dit une chose et son contraire, avec un mais au milieu. Et en fait, des discours creux comme ça, effectivement, ChatGPT, il t'en chie des kilomètres. Ils t'ont fait pipi des kilomètres. Ils en pissent des kilomètres, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, quand tu vois que l'intelligence artificielle, ou appeler comme ça intelligence artificielle sur la détection de cancer sur les grains de beauté, sur l'optimisation d'une consommation électrique... Ça, c'est radicalement différent. C'est radicalement différent. On n'est pas du tout au même endroit. Parce que les systèmes génératifs qui te produisent des textes ou qui te produisent des images... en fait, ils produisent, si tu les laisses faire, ils produisent des fantasmes. Et oui, ils te produisent des images qui peuvent avoir une qualité photoréaliste, mais de choses qui n'existent pas. Et donc de choses qui ne sont pas vraies. C'est exactement la même chose. C'est ce qui fait par exemple que les premières te produisaient des photos qui étaient très jolies, et où en fait tu voyais que le personnage sur la photo, il avait 4 doigts comme un Simpson, ou il en avait 6. Et si tu veux, pour le moteur qui produit l'image, ça pose pas de problème. Et l'image était jolie, il y avait un fond, il y avait un décor, il y avait un éclairage à peu près réaliste. Enfin, tu vois, le truc tenait debout. Sauf que, bon, c'est manifestement de la flûte. Et ça, c'est de l'IA générative. De l'IA qui sert à faire de la reconnaissance de forme, par exemple, c'est totalement différent, ça. Et effectivement, là, tu as des mécanismes d'intelligence artificielle avec des systèmes d'apprentissage qui savent reconnaître. Et alors, effectivement, c'est assez bluffant. Parce que une IA va être capable de reconnaître, j'en sais rien, d'être capable de dire que sur une radio, tel type d'ombre, c'est signe de cancer, pneumonie, je sais pas quoi, enfin tu vois, il va savoir lire la radio. En moyenne, moins bien qu'un radiologue. Mais mieux qu'un médecin. C'est quoi ta source pour ça ? Parce qu'en fait, ce que ChatGPT est capable d'identifier, ça peut être des choses... Là où ça va être à touche-touche, alors déjà, plutôt
moins bien qu'un radiologue et plutôt mieux qu'un médecin. Donc on n'est pas complètement dans le vade. Généraliste, parce qu'un radiologue, il est médecin aussi. Oui, mais le généraliste, il n'a pas l'habitude de lire un scanner, je parle d'imagerie compliquée, détecter une fracture de la cheville sur une radio, c'est pas très dur. Mais quand tu cherches à lire des choses un petit peu compliquées sur des images un peu plus riches, ça peut être compliqué à voir. Et si tu n'as pas le coup d'œil, si tu n'as pas l'entraînement, alors toi, moi, on voit que dalle. On arrive à dire, ah tiens, c'est une photo de poumon parce qu'il y a des côtes, mais à part ça, on est à l'ouest. Hein. Le médecin, s'il sait ce qu'il cherche, il va le voir. C'est-à-dire, typiquement, tu reviens, ton radiologue t'a dit, vous avez tel problème, t'amènes la radio au médecin, et il va te dire, oui, ça se voit, c'est là, etc. S'il voit la radio comme ça, out of the blue, il peut ne pas tout voir. Parce qu'il n'a pas le coup d'œil, parce qu'il n'a pas l'entraînement, parce que, etc. Et là-dessus, les moteurs d'intelligence artificielle, en moyenne, ils ne se gourrent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent à lire. Ils peuvent se laisser abuser. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où tu as une ombre qui apparaît à la radio et où le radiologue saura que ça, c'est un défaut de l'appareil, c'est une erreur de réglage, c'est une erreur de calibrage, il y avait un objet métallique à tel endroit, un artefact quelconque, que lui sait reconnaître et que pour le coup, il peut être capable de dire, ça, c'est un artefact. C'est une erreur d'image, si tu veux. C'est pas ce qu'on y cherche. De la même manière, le radiologue, même expérimenté et tout ça, peut laisser passer un petit truc où le moteur informatique de détection va être capable de dire là, il y a une anomalie, elle est louche. Et en général, on te dira toujours dans ces trucs-là, il faut faire vérifier par quelqu'un du métier. Tu vois, tu as un bout d'intelligence artificielle, système de détection automatique qui a dit ça c'est suspect. Et où là, tu as un vrai professionnel qui regarde et qui fait oui, c'est suspect, mais c'est pas significatif, ou c'est trop petit pour avoir un sens, ou le truc, c'est gros comme une chure de mouche, on ne peut pas le différencier d'un artefact, c'est probablement rien, etc. Donc là, tu as des usages extrêmement intéressants parce que ça permet de faire un tri qui est très pertinent. Mais c'est très différent, tu vois. Dans un cas, c'est de la reconnaissance d'une forme, d'un schéma, et dans l'autre cas, on veut faire produire du contenu. Et tous les systèmes de production de contenu, si c'est pas à destination d'un spécialiste du domaine qui va relire le truc, c'est dangereux. Tu vois, typiquement, il y a un exemple qu'on me cite comme étant un usage raisonnable. Alors moi, je le trouve, bon, pourquoi pas. Tu as assisté à 3 heures de réunion, il faut que tu fasses un compte-rendu synthétique de 2 pages. Bah, ce que tu peux faire... Une réunion de 3 heures. Oh là là, plein de gens. Une réunion, c'est maximum 20 minutes. Oh là là. T'as jamais fait d'AG de copropriété, toi? Je délègue. Je suis pas propriétaire. C'est des heures et des heures de discussion inutile, une AG de copropriété. Donc, en fait, tu prends un enregistrement son de ton bidule et puis tu donnes ça à un outil de ce type-là et tu lui dis génère-moi un compte-rendu de 2 pages. Tu étais à la réunion. A priori, tu n'as pas trop somnolé, donc tu sais à peu près ce qui s'est raconté. Et donc tu verras bien si les 2 pages de synthèse qui te racontent, ça colle ou ça colle pas. Mais tu as intérêt à vérifier et à être pointilleux, parce que si à un moment il fait un contresens, il a mal compris une remarque, il y avait un petit peu d'ironie dans une phrase et il ne l'a pas perçu, enfin 1000 trucs qui peuvent échapper à ce genre d'outils, tu seras capable de dire non, c'est pas ça qu'il disait Jean-Eudes, et puis tu corriges. Parce que tu es un spécialiste du domaine, tu y étais à la réunion. Alors si tu as laissé passer trop longtemps et que tu as oublié, c'est très dangereux, mais tant que tu t'en souviens, tu peux utiliser ça comme outil d'assistance. Mais sur un domaine où tu ne sais pas, où tu n'es pas sûr, où un contresens peut t'échapper, etc., c'est très, 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 très vite casse-gueule. J'ouvre une parenthèse et on reviendra sur ce sujet-là différemment. L'intelligence artificielle, ou so-called, ou appelée intelligence artificielle, militarisée pour la prise de décision létale. Ou l'intelligence artificielle qui va te faire émerger une liste de suspects à abattre. Qu'est-ce que t'en penses? L'intelligence artificielle dans des robots tueurs à la frontière coréenne, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour que ce soit de la merde. Je veux dire, je sais pas, moi je trouve qu'il y a... Les drones. Non, mais t'as des très jolis documentaires là-dessus qui expliquent très bien. Enfin, tu vois, je sais pas, Robocop, c'est un très beau documentaire qui t'explique pourquoi il faut pas. C'est pas un documentaire. Ah bon? Bah si, ils s'en servent comme mode d'emploi. Un peu comme 1984. Oui, c'est ça. C'était de la science-fiction qui disait il faut pas aller par là, faites gaffe, ça pue. Et on a toute une classe politique qui fait oh, ça a l'air rigolo, on va aller là.
Ils ont Ça pas... te fait peur, ça? Ah bah oui, moi, de manière générale, la classe politique violente, j'aime pas ça. Mais c'est mon côté gauchiste. Hein. C'est pas... Arrête de dire que c'est réservé que à la gauche. Et arrête de tomber dans le qualificatif gauchiste. Je veux dire, on n'accepte pas ça ici. Il n'y a pas de gauchiste. Il y a des gens avec une sensibilité. C'est important. Revenons à nos moutons. Une intelligence artificielle qui va te faire émerger une liste de suspects. Mais rien ne va là-dedans, en fait. Les Israéliens qui utilisent ça. Ah, en fait, ou bien c'est une intelligence artificielle qui fait de la détection, l'équivalent de ce qu'on disait sur de l'imagerie médicale. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui as fourni des centaines de milliers de dossiers à analyser et tu lui as dit, ceux-là, c'est des terroristes, ils sont très méchants, ceux-là, c'est des policiers, ils sont très gentils, ceux-là, c'est des bouchers charcutiers, ils sont pas dangereux. Et puis, tu as entraîné ton... Je peux t'arrêter oui. Et donc, dans le dossier en question, je prends l'exemple des bouchers. Est-ce qu'il y a toute leur historicité de surf Not sur my Internet? point, c'est pas là que je veux aller. Pardon. T'as entraîné ton système avec ça, et puis après, tu lui présentes des dossiers de gens lambda, et puis le système va te dire, ah ben ceux-là c'est des méchants, ceux-là c'est des gentils. C'est comme ça que ça marche. Si c'est ça, c'est-à-dire que c'est de la reconnaissance de forme, en fait, c'est de la merde parce que ton dossier est mal qualifié, le plus souvent. C'est-à-dire que ton radiologue qui cherche, je sais pas moi, une pneumonie sur une radio des poumons, il cherche pas n'importe quoi au pif. Il sait très bien ce qu'il cherche. Ça fait 200 ans qu'on fait de la médecine de manière pas trop random et où on fait pas que des bêtises. On a des milliards d'heures de travail cumulées sur ces sujets